Bonjour, alors on se retrouve pour un deuxième épisode de Théoriser l'absurde pour discuter cette fois de comment faire une bonne revue critique de la littérature quand on s'intéresse à un objet, prend un objet. En fait, Bourdieu, il explique assez simplement et en se moquant un peu comme il a l'habitude de le faire dans son cours de sociologie générale, il dit en fait les essayistes ont pour habitude de, quand ils vont s'intéresser à un objet en sciences sociales, de prendre en fait tous les résultats des recherches qui ont pu être faites par différents gars et de comparer les résultats comme si toutes les thèses se valaient. En fait, toutes les thèses avaient une même force probante, on va dire. Ça, c'est mépriser en fait toutes les sciences sociales, puisque la base en fait de la méthodologie des sciences sociales, c'est de comprendre que toutes les méthodes ne se valent pas déjà, de un, et que les méthodes produisent pour partie leur objet. Donc là, je peux donner un exemple. Il veut faire une analyse d'un palmarès des intellectuels qui est sorti dans un journal. Et donc on pourrait très bien prendre le classement, la liste, et la comparer à une autre liste qui a été faite dans un autre journal et dire, bon voilà, donc si Sartre il se retrouve en première position dans ce palmarès, et il se retrouve en troisième position dans ce palmarès, ça veut dire que dans tous les cas, il est dans les 5 premiers. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que il faut regarder c'est quoi la méthode qui a permis de parvenir à ce palmarès. Parce que la méthode produit pour partie son résultat, et donc là, en fait, il va regarder qui a voté, qui sont les électeurs dans ce palmarès, et il se rend compte qu'il y a une catégorie, en fait, dans le palmarès. Donc on a des historiens, des écrivains, des journalistes, et il y a en fait une catégorie de journalistes écrivains, un quota d'électeurs de 400 personnes, il y en a plus ou moins 300 qui sont des journalistes écrivains. Et donc ils disent ça permet de prédire assez rapidement pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec cette liste-là dans le top 5 qui sont plus ou moins des gens qui sont lus par les journalistes écrivains en fait. Donc en fait juste c'est important de capter que la méthode produit pour partie son objet et donc faire une bonne revue de littérature, c'est déjà faire une appréciation qualitative des différentes recherches qui ont été faites. Bah, c'est-à-dire que quand on. Donc, déjà, c'est important de dire, c'est que, genre. Donc, quand on s'intéresse à un objet, il y a deux façons de l'aborder. Déjà, on y réfléchit tout seul de son côté. Et c'est important de faire ça. C'est important d'y réfléchir tout seul de son côté aussi. Et pas juste de se jeter sur ce que les autres ont lu, hein. Donc, ça, c'est un conseil que m'avait donné un doigt, pote, et c'était un très bon conseil. Ouais, Déjà, réfléchis-y de ton côté. Qu'est-ce que toi, tu penses qui se passe? ouais. Et puis, Un bien conseil sûr. de Schopenhauer aussi. Ouais, c'est aussi un Dans la conseil de lecture du Schopenhauer. livre, il dit première chose à faire, c'est penser. Ouais. Et après, on Ouais. lira les autres. Tout à fait. Ouais, donc ça, c'est un conseil qu'il faut pas oublier, Ouais. c'est important. Même si, voilà, il faut pas. Je veux dire, une partie très importante de la formation des chercheurs, c'est de leur apprendre à lire ce qu'ont écrit les autres sur un objet donné. Et donc, pareil, quand on commence, faut apprendre à faire une revue de la littérature. On appelle ça aussi une revue de l'état de l'art. Et donc, l'exemple que tu as donné avec Bourdieu, là, c'est un des très bons exemples de ce qu'il faut pas faire déjà. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pas lire et rendre compte de tout ce qu'on a lu comme si tout se valait, comme une sorte de sondage d'opinion en fait. Voilà, parce qu'en fait, on n'est pas en train de sonder l'opinion des gens qui écrivent sur un sujet. Ça n'a pas d'intérêt de savoir que plein de gens pensent plein de choses différentes sur un sujet. Euh, la raison étant que des gens, en fait, que on n'essaye pas de savoir des opinions des gens. Sinon, à ce moment-là, on pourrait faire autre chose. On pourrait faire un sondage des chercheurs. Il y a des fois où il y a des gens qui font ça, des sondages de chercheurs. Voilà ce que pensent les chercheurs sur ça. Bon, c'est un truc, mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Euh, il s'agit de savoir ce qu'on doit penser de la recherche. Et donc, du coup, eh ben, il y a des recherches qui sont moins bien faites que d'autres. Il y a des recherches qui sont mieux que d'autres. Et surtout, l'ensemble de la recherche qui est produite tend vers produire tous les résultats possibles, en fait. Et donc à terme, ben, s'il y a suffisamment de chercheurs qui travaillent sur des questions, toutes les opinions devraient exister. Ne serait-ce que parce que, du fait de la diversité des méthodes et des perspectives qu'on peut prendre, du fait de la diversité de la possibilité des erreurs, en fait, tout simplement,
et ben à terme, toutes tes opinions devraient exister. Et donc du coup, ça n'a pas tellement de sens de commencer enfin de présenter en fait l'état des savoirs entre guillemets comme juste l'état des conclusions. Voilà. Ouais, donc si on prend un autre exemple, un exemple que je connais bien, par exemple sur la peine de mort, si donc la question de la peine de mort aux États-Unis, c'est une des questions qui se pose, c'est de savoir si la peine de mort ça prévient les homicides. Bon. Et donc vous pouvez en une ligne dire que il existe des travaux qui pensent que oui, des travaux qui pensent que non, et des travaux qui pensent que ça empire les choses. Voilà. Et des travaux qui pensent qu'on ne peut pas dire non plus. Donc il existe en fait toutes les possibilités. Voilà. Donc ça on peut résumer en une ligne. C'est ce qui arrivera de tous les champs qui sont suffisamment investis. En fait. Donc voilà. Donc du coup ça n'a pas d'intérêt. Et donc du coup de présenter un objet comme une liste de thèses, comme en fait on présenterait une liste de programmes politiques qui se présentent à des élections, en fait, ça fait pas avancer ça fait pas avancer la recherche, quoi. Ouais. D'accord jusque là? Ouais. Ça fait pas avancer la recherche et puis en plus ça sert à rien puisqu'il y a des opinions qui valent rien en fait. Des conclusions qui valent rien. Ouais. Ça peut même être trompeur. Ouais. Ça peut même être trompeur parce que ça peut amener à donner de l'importance à des minorités bruyantes, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des opinions qui procèdent de méthodologies qui sont plus faibles que celles qu'on pourrait attendre sur l'objet en question, et qui existent malgré tout juste parce que des gens... Une stratégie de champ, quoi. Et en plus, c'est très intelligent, mais même jusque là, enfin, sans entrer dans ça, juste des gens peuvent se tromper et utiliser des mauvais outils, enfin, juste, tu vois, sans entrer à ce niveau-là. Ok. Juste des gens peuvent... Imagine, donc il y a un objet, on peut l'étudier de deux façons différentes. Il se peut que en termes de recherche fondamentale, quoi, on puisse discuter, toi et moi, et on arrive à la conclusion que la deuxième méthode est juste moins bonne pour sonder l'objet que la première, tu vois. Donc ensuite, dans l'ensemble des publications, il se peut que 2/3 des gens utilisent cette approche-là qui est moins bonne. Et du coup, à quoi ça sert de parler de leur conclusion ? Si ce n'est pour parler, pour faire une sorte de sondage de ce qui se fait dans la science. Mais là, n'est pas la question, parce que nous, en fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle est la meilleure chose à dire sur cet objet. Et donc, du coup, ce qu'on va voir, en fait, ce qui se fait aujourd'hui, dans une méta-analyse, ou dans une revue critique de la littérature, et ben, ce qui se fait, c'est que dans un premier temps, on discute, en fait, des standards de qualité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va évaluer, en fait, qu'un travail est d'une qualité suffisante, et on élimine tout ce qui n'est pas d'une qualité suffisante. Et ensuite, on parle que de ce qui est de la qualité qu'on attend, en fait. Une revue critique de la littérature, en gros, ça se fait comme ça. Ça se fait en allant chercher les travaux pertinents sur l'objet qui nous intéresse et apprendre à trier, en fait, l'information. Voilà. Donc ça, c'est les grandes lignes. Ça va jusque-là ou pas ? Ouais. Donc ensuite, à partir de là, donc on va se retrouver avec des théories, des conclusions, des hypothèses contradictoires. Ça peut de plein de façons différentes d'appeler différentes choses que font les scientifiques, quoi, qui vont être contradictoires. C'est-à-dire des fois dont des gens n'arrivent pas à la même idée, quoi. Et donc du coup, et ça c'est l'état normal des choses, d'ailleurs, soit dit en passant. L'état normal des choses, c'est que des gens vont arriver à des idées différentes. Ok ? Et donc du coup, là il y a en gros deux possibilités. Soit les gens arrivent à des idées différentes parce que il y a une des deux idées qui est manifestement moins efficace qu'une autre, en fait, dans la façon dont elle procède. Il y a une des deux idées qui est moins bonne. Ok. Et donc du coup... définis peut-être efficacité pour qu'on capte ce que tu signifies par là. Tu veux dire qui prédit des phénomènes mieux que l'autre. Ouais, on en parlera plus en profondeur dans le podcast sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne théorie. Okay. Mais en gros, on peut dire que toi et moi, on essaie de faire une théorie sur qu'est-ce que l'attirance, j'imagine. Ah oui, parce qu'on va parler de ça. Donc sur qu'est-ce que l'attirance, d'accord ? Pourquoi les gens sont-ils attirés par d'autres gens et par qui les gens sont attirés, ces trucs-là. On peut arriver à deux conclusions différentes, toi et moi. La première hypothèse, c'est qu'on arrive à deux conclusions différentes parce que t'as mieux fait le travail que moi. Voilà. Et donc c'est une première hypothèse et à la base ça va être la première façon dont les gens vont imaginer que s'il y a un désaccord, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a raison et l'autre qui a tort. Je veux dire, c'est spontanément peut-être que c'est la première chose qu'on pourrait et donc c'est une première possibilité qu'on doit s'arroger. Ce qui peut être difficile pour des jeunes, en fait. C'est difficile pour des jeunes, pour des doctorants, etc., de se dire qu'ils vont devoir voir en fait ça peut être deux recherches ou deux corps de recherche ou
de réseaux de recherche et qui vont devoir genre trancher entre lesquels des deux, puisqu'ils disent pas la même chose, lequel des deux semble être plus fiable, plus donc efficace. Je disais, c'est en gros, pour l'instant, on rentre pas dans les détails, mais il y en a un qui arrive mieux à faire la tâche que les scientifiques se donnent, quoi. C'est ça. Hein. Et dans le premier épisode, on avait dit que la tâche de la science, en fait, qu'on pensait que la tâche de la science, c'est quand même de prédire. C'est pour ça que faire un compte-rendu de la littérature, c'est pas prendre juste toutes les conclusions et puis après à présenter la thèse qui serait la plus nuancée, qui serait un mélange de toutes ces conclusions pour essayer de coller le mieux possible à la réalité, comme si toutes ces conclusions, elles se valaient et faire le truc le plus détaillé possible. C'est justement pas ça le but. C'est pour ça que l'efficacité, en fait, c'est prédire en quelque chose. C'est prédire, c'est donc la meilleure théorie. Et on discutera est-ce que c'est une meilleure théorie la prochaine fois. Mais en gros, la meilleure théorie, pour faire vite, c'est la théorie la plus simple qui prédit le mieux. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose de plus complexe que ça en a l'air. Parce que du coup, on pourrait avoir le choix entre une théorie plus simple qui prédit un peu moins bien, une théorie un peu plus compliquée qui prédit plus. Mais en gros, l'idée, c'est entre deux théories, s'il y en a une plus simple qui prédit mieux, c'est sûr que c'est celle-là qu'on préfère. Voilà. Parfois, les choses peuvent être un peu plus compliquées. Mais en gros, déjà, on comprend ce qu'on cherche, quoi. Ouais. Et donc, du coup, la première chose, c'est que il faut qu'on accepte que si deux personnes arrivent à des conclusions différentes, c'est parce qu'il peut y en avoir une qui a des meilleures conclusions que l'autre. Tout simplement, voilà. Puisque ça existe l'erreur et ça existe une échelle sur laquelle un travail peut être fait de façon plus efficace que l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile de déceler l'erreur. Mais ça serait quand même étrange que la science soit le seul domaine où il n'y ait pas d'erreur. Enfin, je veux dire, des erreurs dans toutes les activités humaines. Et il y a du progrès dans toutes les activités humaines. Il y a du progrès dans l'artisanat, il y a du progrès dans la technologie. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de progrès. Enfin, je veux dire, c'est ridicule de ne pas imaginer qu'il n'y ait pas de progrès en science, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a une deuxième possibilité, et qui est très commune aussi, et donc à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il se peut que deux corps de recherche, deux articles, deux thèses, etc., n'arrivent pas aux mêmes conclusions sur un objet, parce qu'elles ne portent pas exactement sur le même objet, en fait. Ou parce qu'elles ne portent pas exactement sur le même objet central. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir deux théories sur l'attirance, qui en fait ne parlent pas de la même attirance. Par exemple, on peut avoir une théorie, par qui sont-ils attirés sur le lieu de travail, avec qui ont-ils envie de travailler. Et on peut avoir une deuxième théorie, qui est construite en fait à partir d'informations sur l'attirance romantico-sexuelle, avec qui les gens ont envie d'être en couple, d'accord ? Et donc du coup, à partir de ces données-là, les gens travaillent à un niveau un peu plus abstrait, où ils expliquent qu'ils essaient de théoriser l'attirance, ils arrivent à des conclusions différentes, d'accord ? Et en arrivant à ces conclusions différentes, on risque de se fourvoyer si on veut se dire lesquels des deux a la théorie la plus efficace. Et on dirait, bien, le premier a une meilleure méthode, ils sont plus rigoureux, donc ça doit être ceux-là. Alors que, en fait, ce qui était plus important de remarquer ici, c'était qu'en fait, ils n'avaient pas parlé de la même chose, en fait. Et que sous ce nom attirance, ils avaient en fait utilisé le même nom pour deux choses qui sont peut-être différentes. Et ça, je renvoie au premier épisode. Tu te rappelles ? Voilà. Et donc, du coup, c'est deux choses qu'il faut garder en tête. Donc, c'est-à-dire que quand on fait une revue critique de la littérature, ce qu'il faut faire, c'est que on examine différentes personnes qui ont parlé d'un même objet. Lorsqu'ils sont pas d'accord, on doit s'interroger sur est-ce qu'ils sont pas d'accord parce qu'il y en a un qui dit les choses mieux que l'autre en fait, ou est-ce qu'ils sont pas d'accord parce qu'en fait ils parlent pas exactement la même chose. Ce qui veut pas dire que donc et là j'insiste sur la notion en fait d'objet central, c'est-à-dire que les chercheurs ont parfois du mal à délimiter leur objet et c'est normal parce que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, c'est-à-dire qu'avec comment les autres en fait vous aident à délimiter, etc. Donc c'est des choses qui progressent aussi. Et donc des fois on peut avoir fait une théorie qu'on croit s'appliquer à quelque chose de très large, mais en fait qui c'est principalement appuyé sur un cœur, et donc du coup on croit qu'on parle de la même chose que quelqu'un d'autre, parce que de temps en temps on emploie les mêmes exemples, mais le cœur de ce sur quoi on s'est construit n'est pas ces exemples-là. Et ça c'est quand même un truc vachement typique, c'est-à-dire que par exemple Michel Foucault, le cœur de son travail s'est fait sur la question de la psychiatrie, et puis ensuite de la prison, et puis tout ça a été ensuite étendu à plein d'autres questions de discipline,
de savoir pouvoir. Là, on est en fait sur un objet très très large, hein, mais le cœur des exemples initiaux sur lesquels elle a travaillé, c'est la psychiatrie, la prison. Voilà. Et donc du coup, peut-être que quelqu'un qui arrive à des conclusions très différentes de Michel Foucault sur des questions aussi de discipline, aussi de savoir, aussi de science, aussi de tous ces trucs-là, de normalité, machin, mais dont le cœur des exemples sont pas du tout ceux-là. Non, et ben peut-être que c'est parce que sa méthode est différente et moins bien ou est mieux. Hein. Peut-être que c'est parce qu'en fait l'objet, le noyau en tout ouais, cas, le noyau de l'objet n'est pas le même. Ouais. Et là où ça s'applique sur la frange de l'objet, c'est les fois où en fait on devait aller un peu trop loin, quoi. Tu vois. Et donc ça fait partie des deux choses qui sont importantes. Et de réaliser ces choses-là, moi ça m'a beaucoup aidé parce que du coup on est beaucoup plus capable de comprendre en fait un grand objet si on arrive à articuler différentes théories qui parlent de plus petits objets à l'intérieur, et pour chaque, en revanche, théorie qui parle vraiment du même objet, là, il va falloir réfléchir à pourquoi il y en a plusieurs qui peuvent arriver à des conclusions différentes. Quoi. Est-ce que ça va jusque-là ou pas ? Ouais. Je pense que ces deux stades-là, en tout cas, ils sont super importants. Ouais. Donc, voir déjà un grand objet, et même expliquer peut-être les exemples sur l'attirance, c'est encore mieux si on voit bien la méthode, parce que en fait, c'est ça qui, peut-être qui va imager un peu plus. Moi, quand j'avais présenté la recherche avec l'année dernière sur l'attirance, on avait regardé toutes les recherches sur l'attirance. Et au bout d'un certain temps, on s'était rendu compte en regardant toutes les études qui a été faites, donc d'abord toutes les conclusions, autant d'opinions que de recherches en fait, sur l'attirance. On s'est rendu compte en regardant les méthodologies que les gens employaient des procédés ou des protocoles qui en apparence parlaient de l'attirance, en tout cas c'est ce qu'eux prétendaient, mais qui en réalité examinaient qui préférerait travailler avec qui, comme tu disais tout à l'heure, et donc tu as sondé un échantillon pour savoir qui aimerait travailler avec qui. Et en fait, c'est pas de l'attirance dont il parle, c'est bien ça dont il faut se rendre compte, et c'est pour ça que différencier les objets, en fait, donc là ce serait plus des compagnons de travail que des gens qui s'attirent, c'est déjà important. Et après, à l'étape 2, une fois qu'on a fait ce tri et qu'on a restreint déjà pour une bonne part, parce qu'en fait, ce que tu me dis souvent, c'est qu'on se rend compte très rapidement qu'en fait, les gens parlent rarement de la même chose. En tout cas, c'est pas l'ensemble, les études parlent rarement de la même chose, en tout cas. Pas aussi souvent qu'on le pense, du moins. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, un des gros, je trouve, préjugé qui est important à voir, c'est que quand on regarde des recherches, faut voir qui c'est qu'il y a clairement un conflit d'intérêts. Mais ça, c'est souvent, ça dépend des domaines. Il y a des domaines où c'est très clair, comme les domaines de l'industrie pharmaceutique, etc. Mais sinon, c'est surtout des gens qui sont à l'extérieur de l'académie, etc. Dans l'académie, les gens sont beaucoup dans le truc de la théorie du champ de Bourdieu. Ils ont besoin d'avoir surtout le plus de capital symbolique dans leur champ, etc. Donc déjà, on fait attention à cela. Dans la criminologie, par exemple, les gens qui travaillent de façon proche avec l'administration pénitentiaire, ils ont un conflit d'intérêt très clair, hétéronome, tu vois. Bon. Une fois qu'on a éliminé ça, après, il faut se dire que les gens travaillent de bonne foi, quoi, dans leur truc. Mais du coup, s'il y a toutes ces controverses et tous ces résultats différents, c'est sans doute qu'ils ne parlent pas de la même chose. Et ils parlent de la même chose à cause des problèmes de nom. C'est-à-dire qu'on donne un nom, on dit voilà, tiens, c'est important de comprendre pourquoi les gens sont attirés par d'autres gens. Quelqu'un va te dire oui, moi aussi j'ai envie de participer à ça, pourquoi les gens sont attirés par d'autres gens. Et on ne peut pas tout de suite, à chaque fois, définir tout dans le détail. Et donc, du coup, les choses se font par strates, quoi. Et donc, il y a une première recherche qui va se faire, souvent à partir d'opportunités. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux tester un truc comme ça ? Ça peut être plus facile de tester sur un lieu de travail pour commencer, en fait. Peut-être que les opportunités vont être plus simples. Et donc, du coup, il se crée une première bulle, comme ça, de recherche où on va appeler l'attirance des gens sur le lieu de travail. Là, on va arriver à des conclusions. On va dire, les gens sont attirés par les gens qui ont les mêmes opinions qu'eux, par exemple, mais en revanche, tel et tel autre critère, ça compte pas. Et donc, du coup, on va faire une première théorie de l'attirance qui a à voir avec ça. Et puis, d'un coup, quelqu'un, 10 ans après, va dire, moi, non, j'ai une autre théorie de l'attirance, et moi, je pense que c'est pas du tout ça qui compte. Les gens, au contraire, sont attirés par des gens qui leur sont complémentaires. Et donc, du coup, ah bon, mais alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Et on se rend compte que cela, en fait, c'est pas du tout ça qu'il a regardé la formation des couples. Regardez pas les compagnons de travail. Et après, il y en a même d'autres qui vont dire une autre conclusion. Non, c'est les gens qui se ressemblent qui s'attirent. En fait, on se rend compte que eux, ce qu'ils regardaient, c'est pas la formation des couples, mais c'est les couples qui durent longtemps. Ils s'intéressent aux couples qui durent, en fait. C'est ça. Et ensuite, personne n'a le même objet. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a une étude sur le speed dating. Et c'est qu'est-ce que vous pensez des gens 4 minutes après les avoir rencontrés. Et c'est encore. Et donc, à chaque fois, on se retrouve avec, en fait, au final, très peu de. C'est assez rare qu'un champ soit suffisamment investi pour qu'il y ait beaucoup de gens qui étudient exactement le même objet.
En fait, souvent, il y a peut-être 4, 5 études sur le même objet à tout casser. Et donc, du coup, la majorité de la différence d'opinion superficielle est liée au fait qu'on nomme du même nom beaucoup de choses différentes. Et donc, du coup, on se retrouve dans ces situations de non-cumulativité des connaissances. Et ça, on y arrive facilement si on imagine que tout le monde part de bonne foi, en éliminant les grands conflits d'intérêts, tout le monde part de bonne foi, et arrive après à faire toute une carrière scientifique ou toute une demi-carrière scientifique, par exemple, la moitié de leur carrière scientifique, autour de un objet, un noyau dur, qu'on étend de façon assez large, quoi, et où on tire des conclusions qui peuvent être assez radicales, opposées à quelqu'un d'autre qui étudie autre chose, quoi. Donc ça, c'est un truc important. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail-là, une fois qu'on est sûr que les gens parlent de la même chose, alors c'est là qu'on peut commencer à regarder la qualité des méthodologies. Ouais. Donc je prends un exemple en criminaux maintenant. On a vraiment l'habitude de faire ça. On a vraiment l'habitude de présenter plus une histoire même des théories que les théories elles-mêmes, quoi. On dit voilà toutes les théories qu'il y a eu sur le crime. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que c'est très rare que les gens parlent des mêmes criminels, en fait, tout simplement. Et donc, il y a des théories qui sont faites à partir des crimes les plus sensationnels ou les plus graves. Et donc, ça va être des théories qui vont être très psychologisantes, qui vont se demander comment les gens arrivent à devenir tueurs en série, À partir de leur personnalité. à partir de leur personnalité, etc. Et puis, on a ensuite des théories qui vont partir du crime le plus professionnel, du genre les cambrioleurs, les trafiquants de drogue, etc. Et ça va être des théories beaucoup plus sociologiques sur comment est-ce qu'en fait on apprend la délinquance, comment on apprend une profession, en fait. Et déjà, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des théories sociologiques du tueur en série et des théories psychologiques que du cambrioleur, hein, d'accord. Mais ça veut dire que le noyau dur sur lequel ces théories se sont construites, ce qui a permis de convaincre les gens et de créer la majorité des données, etc., n'était pas le même objet souvent. Et donc du coup ça c'est un premier truc qui est vraiment important à regarder. Une fois qu'on a regardé ça, ensuite à l'intérieur il y a quand même plusieurs théories différentes sur les cambrioleurs, plusieurs théories différentes sur eux. Et donc il faut arriver à trouver quels sont les bons objets en fait, comment on peut clairement les délimiter, c'est-à-dire conceptuellement jusqu'où on arrive à faire une théorie simple, propre, jusqu'à quel objet on peut aller, quoi. Sans avoir besoin de faire quelque chose qui devient trop compliqué. Et ensuite, mettre en concurrence les différents genres de modèles explicatifs qui ont été proposés pour voir lequel paraît le plus raisonnable, quoi, en gros. Et donc ça c'est quelque chose qui... Ouais, la criminologie, c'est aussi un bon exemple de ça. Un des arguments principaux de Sutherland, c'est de dire que les criminels en col blanc sont la même chose que les voleurs et les cambrioleurs qu'il a étudié dans un premier temps. Et c'est justement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que justement, c'est la plupart des critiques qu'il a essuyées dans sa vie avaient à voir avec ça, avaient à voir avec unifier ces deux objets. Et lui voulait montrer que c'était 2 fois les délinquances professionnelles en fait. Tu vois. Et du coup, c'était justement les délinquances qui étaient rationnelles et qui étaient apprises et qui étaient et donc ouais. Mais c'est vrai que du coup, mais là, ça crée un bon genre de débat, parce qu'en fait, justement, c'est des délinquances qui peuvent être étudiées par des objets différents. Et par exemple, si tu vas dire que la pauvreté, c'est un truc qui rend délinquant, à ce moment-là, tu ne vas pas étudier la délinquance des riches, genre par définition, en fait. Sutherland va dire la preuve que là, c'est pas la pauvreté qui rend délinquant, c'est qu'il y a des mêmes genres de délinquants parmi les pauvres et parmi les riches. Et donc, justement, toute la délimitation de l'objet, ça fait partie des tâches compliquées, en fait, des gens qui font la synthèse, tu vois. Parce qu'en gros, il va s'agir. Donc, le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est à la fin d'arriver à simplifier au maximum, à compresser en fait au maximum d'informations. Le but, c'est d'avoir à la fois donc, des théories les plus simples possibles, qui capturent les plus grands objets possibles, qui ont le plus de pouvoir de prédiction possible, d'accord. Donc on va se retrouver et on peut se trouver avec plusieurs candidats à chaque fois. Mais c'est pas la même chose de trouver plusieurs candidats que de présenter tout ce que les gens disent comme si tout se valait. Qui de présenter tous les candidats. Voilà, tous les candidats, exactement. Ouais, exactement. C'est plusieurs candidats sérieux, en gros. C'est ça le... C'est comme pour un poste, hein. C'est-à-dire C'est comme quand il y a des gens qui postulent pour un poste et qu'il faut choisir qui va avoir le poste,
On ne dit pas, voilà le panel des candidats et on fait pas une détail de tous les candidats. On dit, voilà, il y en a 3 sérieux et les autres, on les Ouais. prend pas pour l'entretien. Ouais, c'est C'est ça. ça, hein. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. C'est en gros qui on va prendre en entretien, c'est ça une revue critique. Ouais, c'est ça. Et après, Et alors, je vais vous donner des exemples de ça parce que les gens, je pense, n'imaginent pas. Un des meilleurs exemples pour moi de revue critique qui est vraiment impressionnant, c'est donc l'Académie des sciences aux États-Unis. Elle fait régulièrement des revues critiques de littérature qui prennent énormément de temps, où il y a beaucoup de gens qui sont engagés dedans pour des grandes questions de société. Et donc, par exemple, comme tu sais, l'incarcération aux États-Unis, ça atteint des stades extrêmement élevés où 1% des adultes sont en prison maintenant. Il y a eu un rapport qui a été fait en 2014 par l'Académie des sciences américaines où ils se sont demandé pourquoi est-ce qu'il y avait autant de gens en prison, quoi. Donc ils ont fait plein de revues critiques de littérature sur toutes les différentes questions. Et sur une des questions, le chapitre commence en disant voilà, il y a des centaines de travaux qui ont été publiés sur une question en 30 ans, mais en fait, la plupart de ces travaux n'ont aucun intérêt à cause de tel problème de qualité. Donc il liste en fait quelques problèmes de standard méthodologique. Et ils disent une fois qu'on a éliminé ça, et ben en fait, il reste une poignée de travaux. Et ensuite, ils en commentent, mais très très peu, 4 ou 5, quoi. Et à partir de centaines. Et donc, c'est vachement intéressant parce qu'ils ont dû les regarder, ces centaines de travaux. Mais à la fin, ils n'en parlent pas. Et donc, c'est à ça que ça doit ressembler une revue critique de littérature. Et donc, c'est quelque chose qui est important d'expliquer parce que, voilà, ça fait partie des éléments méthodologiques de base, quoi. Ouais, c'est bon ? Ouais. Allez, nickel. Bah, écoute, la prochaine fois, on parlera de comment faire une bonne théorie. Ouais. Et du coup, ça complétera la discussion qu'on a là. C'est ça. Qui était la base, quoi. Qui était la base. Allez, à bientôt. Saw you standing there, I didn't know I'd care. There was something special in the air. Dreams are mine.